voix de la foule, je dirais. D'accord. Oui, c'est vrai, mais lui aussi, il a une voix. Parce que si vous regardez TikTok ou Facebook, vous allez voir qu'il y a des historiens qui sont présents sur le net. Donc, bien sûr, ça ne fait pas le même poids de la masse, bien évidemment. Mais j'estime, je me place dans une optique positive et je me dis, c'est bien aujourd'hui que l'historien soit une personnalité médiatisée plutôt qu'une personne qui est enfermée ou un spécialiste qui est enfermé donc dans son labo. À l'abri ou loin des événements. Loin des événements, non pas loin des événements, mais je dirais loin, loin de l'espace public, c'est ça ce que je souligne. Donc j'estime, voilà, aujourd'hui on assiste à des historiens qui parlent d'une façon un peu vulgarisée par exemple, pour avoir accès donc à la grande masse, si vous voulez. D'accord. Avec une dialecte quelconque. D'accord. Bien sûr, la question de la subjectivité ou de l'objectivité de l'historien est très importante, parce que généralement on se pose la question, on se dit, est-ce qu'un historien est censé être objectif? Vous voyez, c'est une question délicate. Ça. Alors, normalement, le premier réflexe, on va dire, il doit être objectif. Mais en vérité, si on examine la chose, non, il y a toujours une part de subjectivité qu'on devrait admettre. Alors vous savez, il y a une tendance un peu littéraire, si vous voulez. Il y a eu des historiens, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui ont écrit, je ne dirais pas un roman, autobiographie, ça se place plutôt comme ça. Là où ils ont raconté, où ils ont écrit plutôt, comment eux, en tant qu'historiens, produisent l'histoire ou écrivent l'histoire, et comment l'histoire qu'ils ont vécue, parce que finalement ce sont des personnes qui ont vécu un certain nombre d'événements. Ils font partie de la foule. Voilà, il fait partie de la foule finalement. Donc il y a eu des événements qui l'ont formé. D'accord. Et vice-versa. Alors cette expérience, je trouve qu'elle est très intéressante dans le sens où elle met la lumière sur cette part de subjectivité. Alors pourquoi finalement on doit admettre une part de subjectivité? Parce que l'historien, finalement, il est formé par l'histoire, il produit l'histoire à sa façon, mais aussi, c'est un jeu, si vous voulez, réciproque. D'accord. Et c'est là, je trouve que ces livres-là, qui sont écrits, comme je viens de vous le dire, on appelle ça égo-histoire. C'était très intéressant. J'ai d'ailleurs écrit donc deux articles sur ce sujet. Quelqu'un qui a vécu cet événement historique et il en parle dans quelque temps, dans une dizaine d'années. Imaginez par exemple un peu un historien qui est né en 1945. Alors qu'est-ce qu'il est censé vivre? La fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, il est né, donc il est petit, il ne sait pas. Mais il va voir donc comment est-ce que la carte, si vous voulez, des forces ou des puissances donc mondiales s'est placée après. Dans les années 70, d'accord. Qu'est-ce qu'il a vu à cette époque-là? C'est les mouvements de libération dans le monde arabe. C'est les différentes guerres. C'est plus tard tout ce qui est guerre froide. Après les guerres du Golfe. D'accord. Donc lui, ce contexte-là, cette conjoncture-là économique aussi, l'a formé. Mais lui aussi, il a produit l'histoire. Donc ça fait un peu un jeu à l'équilibre entre les deux. D'accord. C'est ce qui crée une part de subjectivité chez l'historien. Donc dire que c'est objectif comme ça dans l'absolu, d'une façon déterministe, non, je ne pense pas que c'est faisable. À mon sens du moins. Très bien. Selon vous,